Je lui ai dit qu'après ce qu'elle vient de dire, moi aussi je l'adore, il n'y a pas qu'Alexandre, hein, quand même. Bon, très sincèrement et très sérieusement, les propos sont toujours d'usage, mais ça me fait particulièrement plaisir d'être ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans une logique, dans une ville ici de reconquête, et que je viens aussi aux côtés d'un ami, Alexandre Brugère. Alexandre, il m'aide beaucoup, depuis bien longtemps, et je voulais ce soir à la fois lui porter témoignage de ma reconnaissance et de m'inscrire dans un débat qui pour moi a beaucoup de sens, un débat qui consiste à parler et des municipales et du fond. Et je vais insister sur les deux aspects. Les municipales, pourquoi? Parce qu'il l'a dit lui-même. Même moi qui ai indiqué que je souhaitais être candidat à la primaire de 2016 pour la présidentielle, je sais une chose. C'est ce que m'a appris mon vieux sénateur qui m'a formé. Il m'a dit, un escalier se monte toujours marche par marche. Et que quelles que soient les ambitions affirmées ou pas encore des uns ou des autres, je sais qu'avant 2016, il y aura 2015. En 2015, les élections cantonales, qu'un mode de scrutin débile, mais quand même, et les élections régionales, et qu'en 2014, il y aura 3 échéances. Les sénatoriales en septembre, les européennes en juin et les municipales en mars. Et pourquoi ces municipales sont si importantes? On peut imaginer toutes les formes d'opposition à François Hollande et à son gouvernement. Moi qui pense que la souveraineté s'exerce avant tout et surtout dans les urnes, c'est à l'occasion des élections municipales que les Français pourront lui dire et lui montrer qu'il n'est pas propriétaire de la France et qu'il doit écouter le message adressé dans les urnes. Voilà pourquoi, que ce soit à Asnières comme ailleurs, il faut que le message des Français soit clair, non à François Hollande. Voilà aussi pourquoi je suis là ce soir. Alors certains disent, oui, mais de toute façon, les municipales, ne vous inquiétez pas, il y aura que 2 marqueurs, 2, pas plus. Est-ce qu'on gagne Paris, est-ce qu'on garde Marseille? Je ne crois pas. Oh, bien évidemment, les médias choisiront leurs combats, leurs enjeux, leurs débats. On ne les changera pas. On ne les changera pas. Mais on peut changer la vie de très nombreux Français. Parce qu'une ville qui est gérée avec nos idées, que ce soit les idées de l'UMP et aussi, moi je le dis, l'UDI et aussi un certain nombre de non-inscrits, ça n'est pas la même chose que dans une ville qui est gérée par le Parti socialiste et les alliés du Parti socialiste. Ça n'est pas la même chose. On aura certainement l'occasion d'en parler, parce que je ne veux pas parler pendant 1 heure, et pour pouvoir ensuite vous laisser avec vos questions, avec vos remarques, peut-être même avec vos critiques, mais je pense qu'il nous faut bien montrer la différence qu'il y a. C'est vrai au niveau national, c'est vrai au niveau local. On n'a pas la même conception, bien évidemment, de la place et du poids des impôts. Nous n'avons pas la même conception que les autres sur la priorité qui doit être donnée dans les communes, à la fois à la qualité de vie, on pense bien souvent à l'environnement, non, aussi à la prise en charge des familles et à la place de la sécurité. Je pourrais aussi, si vous le souhaitez, vous parler d'expérience qui est la mienne dans ma commune, mais sur tous ces sujets, il y a des vraies différences. Par contre, là où il n'y a pas de différence avec Alexandre, c'est la deuxième raison de ma venue, c'est que j'ai la faiblesse de croire, comme lui, que les idées ont leur importance et que les idées sont les plus importantes. Qu'on peut très bien chercher à faire des différences entre les personnes, c'est normal qu'il y ait de la compétition. Mais pour le reste, il ne faut plus croire aujourd'hui que qui que ce soit a envie de signer un chèque en blanc à telle ou telle personne ou personnalité. Ce qui est important, c'est effectivement le quoi, le projet, la vision que l'on a, à la fois pour sa commune, mais aussi pour son pays. Je suis vraiment convaincu que de plus en plus, à une époque où on cherche toujours à opposer le matin, le midi et le soir les uns et les autres, que la seule façon de se dégager de ce marasme ou de ce bourbier médiatico-politique, c'est de regarder loin devant, de parler de la France au niveau national et de parler d'Asnières et de son avenir au niveau local. Oui, comme Alexandre, je crois à la place et au pouvoir des idées. Je ne me referai pas. Alors je voudrais remercier Catherine pour ce qu'elle a dit tout à l'heure, mais en définitive, le témoignage que je vous donnerai ce soir est un peu celui conforme, fidèle au portrait qu'elle essayait de dresser de moi. Moi, vous savez, sans en faire le moindre complexe, mais c'est vrai que je n'avais jamais imaginé qu'un jour je deviendrais député. J'étais plutôt formaté, j'étais un agent général d'assurance, profil terrain. J'étais conseiller général, j'étais adjoint au maire, et mon ambition, ma véritable ambition, ma seule ambition, c'était d'être élu maire de la ville de Saint-Quentin. Donc voilà pourquoi, quand vous me demandez de porter un témoignage municipal, je le fais avec plaisir.
Oh, pas que je manquais d'ambition, mais j'étais persuadé pour ma part que comme je n'avais pas fait Sciences Po, que comme je n'avais pas fait l'ENA, que comme je n'étais pas parisien, et que même je n'avais jamais été dans un cabinet ministériel, il y avait une sorte de plafond de verre. Vous savez, un plafond de verre qui, au-delà d'un certain niveau, vous empêchait d'y accéder. Donc je pensais que ça n'était pas pour moi. Mais seulement en 2002, on me dit, écoute, si c'est toi, on gagne cette circonscription, tu battras la députée socialiste en place parce que tu l'as déjà battue au cantonal. Et si c'est pas toi, on n'est pas sûr de gagner. Donc en clair, si ton ambition est de la municipalité, c'est d'être maire, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que nous, on compte sur toi, tu comptes certainement sur le mouvement, mais nous, on compte sur toi. Alors on pense ce qu'on veut de ce raisonnement, mais la vie politique a aussi ses codes et ses règles. J'ai aussi compris ce message et j'ai décidé de me porter candidat parce que j'étais certainement celui qui pouvait faire basculer cette circonscription, ce qui a été le cas. Et puis en fin de compte, et je vais essayer de dresser un parallèle par rapport à ce que disait Catherine, j'ai surtout essayé, au fur et à mesure, de ne rien changer à mes habitudes. Rien. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agissait pas de faire le moindre complexe, mais justement d'essayer de montrer que la politique pouvait être conforme à un idéal, une vision, mais aussi ne jamais se départir du pragmatisme. Jamais. Et en fin de compte, j'ai eu une grande chance. C'est que quand j'arrive, en juin 2002, on me teste sur certains dossiers, la Commission des finances, et puis arrive la répartition des postes dans l'équipe nationale. Oh, ce n'était pas comme aujourd'hui, mais pas loin. Hein. Là, aujourd'hui, on doit être à peu près 500 à l'UMP, je dis pour ceux qui sont à l'UMP. À l'époque, on était 200, il y a eu l'inflation entre deux, mais quand même. Et à l'époque, eh bien, il n'y avait pas de place pour moi, pas connu. Sauf que, au dernier moment, dans la répartition, on se dit qu'il faudrait quelqu'un pour les retraites. On propose à des gens connus, hyper connus, je ne vous donnerai pas les noms, même sous la torture, encore que si vous me demandez, pourquoi pas. Et on leur dit, vous ne voulez pas vous occuper des retraites? On dit, non, les retraites, c'est trop explosif, il ne faut pas y toucher. Alors, comment mon nom arrive? Eh bien, j'ai eu des gens qui étaient plutôt sympas avec moi et qui disent à Juppé, qui est à l'époque président de l'UMP, bah, écoute, on n'a qu'à nommer Bertrand, il n'est pas connu, comme ça, s'il fait une boulette, on l'exfile, ça ne se verra pas, ça ne se saura pas. Voilà, non mais je vous assure, mais c'est la stricte vérité. C'est la stricte vérité. Sauf que je me suis aperçu que la feuille sur la réforme des retraites pour l'UMP était blanche. Je me suis aperçu qu'en plus Alain Juppé m'a vraiment donné carte blanche, qu'il m'a laissé faire, et je suis parti dans cette idée folle de quelqu'un qui n'était pas connu, de rencontrer tous les syndicats, le patronat, pour discuter avec eux de ce qui était possible de faire. Nous sommes à l'époque en novembre 2002, peu de temps après la création de l'UMP, et pour la première fois, l'UMP montre sa plus-value par rapport au gouvernement en jouant la carte de la pédagogie, et je suis ensuite nommé rapporteur de la réforme des retraites, grâce notamment à mon ami Gilles Carrès. Voilà comment les choses sont parties. Et après, j'ai eu une très grande chance, c'est que je suis devenu ministre, moins de 2 ans après avoir été élu député, donc avant même d'avoir pu passer mes journées à regarder mon téléphone, savoir si je deviendrais un jour ministre, parce que c'est le grand drame des députés. Très vite, ils veulent savoir quand est-ce qu'ils vont devenir ministres, et ça leur prend la tête quand ça ne leur fait pas perdre la tête. J'ai une grande logique, la politique est une machine qui rend fou. L'important, c'est de devenir moins que les autres et moins vite que les autres. Ce n'est pas une leçon de sagesse, c'est tout simplement mon expérience qui parle. Voilà un peu cette histoire. Et ce que je veux dire aussi à Alexandre, c'est qu'il a une tête bien faite, mais il aime le terrain. Et ça, c'est ce qui fait aussi la différence, et c'est ce qui fait les belles et les bonnes trajectoires. Alors on peut sembler différent, parce qu'il a une cravate et que je n'en ai pas, et il me taquine depuis ce soir là-dessus, mais toujours est-il que je pense que quand on a la chance d'avoir un profil comme celui d'Alexandre, eh bien ça vaut la peine de pouvoir participer à cette équipe et de pouvoir rejoindre une association comme Asnières samedi. Voilà sincèrement la raison de ma présence ce soir. Merci de ton invitation. Je voudrais maintenant vous dire 2 choses avant de vous laisser la parole. Sur ces 2 choses, c'est que je crois qu'on est à un moment particulier de notre vie politique. Moment particulier de notre vie politique, je sais que certaines personnes dans cette salle n'appartiennent pas à l'UMP, certaines en sont adhérentes, d'autres sont sympathisants, d'autres n'appartiennent à aucune formation politique, et je ne veux pas imposer mes vues, mais je voudrais vous livrer quelques réflexions. Nous traversons aujourd'hui dans notre pays au moins 4 crises qui sont des crises majeures. La première crise est économique et sociale. La deuxième crise est morale. La troisième est sociétale. Et la quatrième est politique. Toutes ces crises en même temps.
Oh, bien évidemment, notre pays a déjà traversé des crises majeures. Vous pouvez même y ajouter les crises de finances publiques. Je la mets dans la crise économique et sociétale. Mais aujourd'hui, toutes ces crises, et on le voit bien, le discrédit qui pèse sur l'ensemble de la classe politique et pas seulement sur François Hollande et sur son gouvernement, tout ceci doit nous amener, excusez-moi, mais à faire de la politique différemment de ce qui a pu être fait les fois précédentes. En plus, il y a aussi d'autres façons de faire. La place d'Internet, qui jamais ne remplacera des réunions en chair et en os, nous amène à modifier notre façon de faire de la politique. La défiance qui caractérise la relation entre les Français et la politique et les politiques nous amène aussi à faire les choses différemment. Et puis, il faut le dire, la faiblesse et du président de la République et du gouvernement, parce que je pense que c'est l'une des toutes premières fois depuis le début de la Ve République que l'on a aussi un niveau de faiblesse comme celui-ci, nous amène, nous, à bien comprendre au niveau national qu'il ne suffit pas de s'opposer, mais qu'il va falloir aussi, et très vite et sérieusement, proposer. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire, et c'est vrai à tous les niveaux, au niveau municipal comme au niveau national, les autres sont mauvais, ils sont vraiment nuls, ils vont partir, attendez, on arrive. Je pense que ça ne suffit pas. Ou alors on va avoir soit un niveau d'abstention sans pareil, comme on a rarement connu dans notre pays, et on va ressembler aux États-Unis où il n'y a même pas une personne sur deux qui va voter, ou alors il y aura plus de participation, mais les gens qui vont aller voter vont faire un formidable bras d'honneur à la politique. Si on ne comprend pas ça, et si on se contente matin, midi et soir de dire que les autres sont mauvais, et que nous, bien évidemment, on arrive et qu'on va être Superman, je pense qu'on va connaître de graves désillusions. Parce que le sujet, à Asnières, comme au niveau national, ce n'est pas d'exercer le pouvoir pour exercer le pouvoir, c'est de remettre cette ville sur une vraie trajectoire. Et c'est de remettre aussi notre pays sur une vraie trajectoire. La crise économique et sociale, vous la connaissez. Pour beaucoup de nos concitoyens, elle porte un nom, c'est avant tout stigmate de l'emploi que l'on peut sentir matin, midi et soir. 5 millions de personnes dans notre pays sont maintenant concernées par le chômage. 5 millions. Oh, j'étais ministre de l'Emploi, il ne s'agit pas non plus de faire le flamboyant. J'ai eu à annoncer aussi des mauvaises nouvelles. J'en ai annoncé des bonnes, j'ai annoncé aussi des mauvaises nouvelles. Mais ce qui se passe, c'est que non seulement notre pays ne réussit pas à réduire les déficits comme il avait été prévu qu'il le fasse, non seulement notre pays ne voit pas la courbe du chômage s'inverser, mais tout le monde a compris que le chômage semblerait sans contrôle pendant encore des mois et des mois, mais surtout, les Français ont le sentiment qu'on leur a menti. Alors peut-être que certains dans cette salle se disent « nous on l'avait bien dit, on l'avait bien vu, on l'avait bien senti », mais ce qui se passe aujourd'hui et qui explique la montée des populismes, c'est que beaucoup de Français avaient entendu dire « sortez Sarkozy et tout ira mieux demain ». Et s'il y a, non pas du mécontentement, mais une véritable colère dans notre pays, parce que cette crise économique et sociale puise aussi sa force dans ce mensonge politique, c'est aussi parce qu'il avait été indiqué le contraire pendant la campagne présidentielle par François Hollande. La première crise est économique et sociale. La deuxième est morale, parce qu'on peut essayer de faire diversion comme François Hollande a essayé de le faire. Ce qui s'est passé avec Jérôme Cahuzac est un précédent qui ne peut pas être lavé en essayant de jeter soit l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique ou d'essayer de dire que parce qu'il va y avoir maintenant des déclarations de patrimoine, tout sera réglé pour tout le monde. Le vrai sujet, c'est dans le choix d'un ministre socialiste du budget dans un gouvernement socialiste fait par un président socialiste. Ça n'est pas le sujet de l'ensemble de la classe politique, mais il est évident que ce qui s'est passé avec Jérôme Cahuzac va obliger la classe politique à changer profondément ses comportements et qu'il va falloir aussi être terriblement intransigeant sur la transparence et sur ces questions. Il y a une volonté de la part des Français, bien évidemment souvent de dire on veut tous avoir des élus, je ne crois pas, mais de vouloir vraiment que le caractère irréprochable s'impose. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Alors on verra ce qu'il y aura exactement dans le fameux texte de loi, parce qu'il est vrai que pour M. Cahuzac, on aurait pu lui demander de tout déclarer, il est évident qu'il n'aurait pas déclaré les comptes à Singapour, c'est une évidence. Et que la transparence ne garantit pas la vérité. Mais c'est un changement qu'il va falloir intégrer pour les uns et pour les autres. La troisième crise, la troisième fracture dans notre pays, elle est sociétale. Je ne sais pas quelle est votre position, notamment par rapport à la question du mariage. Pas le mariage pour tous.
le mariage et l'adoption par les couples de même sexe. Voilà comment aurait dû s'appeler exactement le texte de loi si on n'avait pas été dans un artifice de communication. J'ai un regret profond, c'est que j'ai été ministre de 2007 à 2012, je sais exactement, et on pourra en parler, quand et pourquoi nous n'avons pas eu le courage d'avancer sur l'évolution du PACS. Parce que si nous avions fait évoluer le PACS, je suis persuadé que François Hollande n'aurait pas pu puiser dans la société française la volonté de certains d'aller vers le mariage et l'adoption par les couples homosexuels et pour les couples homosexuels. Je sais pertinemment que parce qu'il y a eu la crise à gérer et qu'il y a eu beaucoup de timidité politique à un moment donné, nous n'avons pas fait ce pas en avant, qui aurait pu se résumer à trois choses. La première, c'est que le PACS aurait dû se transformer en union par exemple civile. À quel endroit c'était le débat? Est-ce que c'était en mairie ou pas? Mais toujours est-il qu'il faut aussi reconnaître, de la part de certains qui s'aiment, qui sont de même sexe, la volonté de reconnaître la volonté d'engagement, mais pas le mariage. Deuxièmement, si nous avions aussi évolué sur la question de la pension de réversion pour accorder le droit à la pension de réversion, là aussi, nous n'aurions pas eu les mêmes enjeux. Et enfin, c'est la question du statut des droits des tiers, du beau-parent, disent certains, mais aujourd'hui c'est vrai aussi pour nombre de couples hétérosexuels. Si vous vivez avec une personne et que ces enfants ne sont pas les vôtres, si vous voulez aller chercher cet enfant à l'école, il faut une autorisation écrite. Et si vous avez besoin de l'emmener à l'hôpital et que ça n'est pas une urgence, si vous n'avez pas d'autorisation, vous ne pourrez pas présenter cet enfant qui vit sous votre toit à l'hôpital. Sur tous ces sujets, nous aurions dû évoluer et avancer. Et sur tous ces sujets, eh bien, il faut le dire, parce que nous n'avons pas avancé, il y a aujourd'hui toute cette question. Alors je sais que certains se disent aujourd'hui, comme on a loupé le rendez-vous du PACS, il ne faut pas louper le rendez-vous du mariage. Je respecte les positions de chacun. Mais je pense pour ma part que la question du mariage et de l'adoption par les couples homosexuels est un problème autrement plus important, autrement plus fondateur sur le regard que nous portons sur la société et sur la famille que ne l'était la question du PACS. Je ne fais de reproche à personne, mais je ne veux pas non plus qu'on me reproche à 3 reprises d'avoir défilé pour m'opposer à ce texte. Je ne veux pas non plus qu'on me reproche, parce que j'étais avec les miens, avec mes amis de Saint-Quentin hier encore, de dire non à François Hollande et de reconnaître que si cette loi est aujourd'hui la loi de la République, mon opposition est aussi légitime et qu'elle doit aussi s'entendre et être reconnue. Et on ne m'empêchera pas de penser aussi que si ce président avait été courageux, il n'aurait pas eu peur d'engager un vrai débat de société sur cette question. Et s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il a bien compris que parce que derrière la question du mariage, il y avait la question de l'adoption et de la filiation, que jamais une majorité de Français ne l'aurait suivi pour adopter ce texte par référendum. C'est ma conviction, c'est ma conception, je ne l'impose à personne, je veux juste aussi qu'elle soit respectée, et notamment par M. Hollande et par les médias. Le dernier point, c'est une crise qui est une crise politique. Or, vous avez vu, ce n'est pas parce qu'il y a une légère accalmie que M. Hollande et M. Ayrault remontent un tout petit peu la pente des sondages. Jamais, 1 an après l'élection, un président de la République ne s'est retrouvé dans cette situation-là. Jamais. Et quand on regarde bien, la crise est politique. Nous ne profitons pas réellement de l'effacement, de l'abaissement du pouvoir socialiste aujourd'hui. Nous n'en profitons pas. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que s'opposer ne suffit pas, et parce qu'on a aussi une responsabilité dans le regard qui est porté par les Français, je le dis pour ceux qui sont adhérents, sympathisants de l'UMP, sur notre façon de nous reconstruire et de reconstruire une opposition crédible. Sur la question de la crise politique, il suffit de regarder qu'aujourd'hui, jamais nous ne serons, aussi intransigeants, aussi exigeants, aussi critiques avec M. Hollande que ne l'est ce clown dangereux qui est devenu M. Mélenchon. Je dis clown dangereux parce qu'il n'a pas compris une chose. Plus il va s'efforcer de ressembler à M. Marchais, plus il va ressembler à M. Marchais dans les intentions de vote et dans les résultats électoraux. Parce que c'est ce qui est en train de se produire. Mais en tout état de cause, on le voit bien, les populismes montent, extrême gauche pas vraiment, mais extrême droite réellement, et nous-mêmes aujourd'hui, nous ne sommes pas encore le refuge de toutes celles et ceux qui ont été déçus par François Hollande. Donc cette crise est politique pour lui, bien évidemment, mais que nous devons aussi nous remettre en question et faire notre examen de conscience. Et je voudrais finir par cela maintenant.
Même si vous n'appartenez à aucune formation politique, même si vous appartenez pour certains à l'UDI, une chose est certaine, c'est qu'il est important que l'UMP ne s'affaiblisse plus et que le fait de jouer collectif ne soit pas une vue de l'esprit, mais soit une exigence de chaque instant. L'UMP a failli mourir en novembre dernier. Ça n'aurait été une bonne nouvelle pour personne, ni pour les concurrents de l'UMP, ni pour les adversaires de l'UMP, et encore moins pour les amis de l'UMP, et je ne parle même pas des adhérents. Moi-même, j'ai voulu à un moment donné poser la question, être candidat ou pas. J'avais réussi à recueillir les parrainages, c'était pas simple, mais j'ai réussi à les recueillir de peu. Et en fin de compte, je n'ai pas voulu être candidat parce que je ne voulais pas ajouter à ce que je devinais être une foire d'empoigne. Oh mon Dieu, j'étais en dessous de la réalité. Mais en définitive, ce n'est pas l'élection, ce n'est pas la campagne jusqu'au 18 novembre qui était importante, c'est la suite. L'UMP a failli disparaître avec la création d'un nouveau groupe à l'Assemblée nationale. Nous avons évité le pire. Et je me suis employé depuis cette période, non pas à jouer les Ponce Pilate, ce n'est pas ma nature, ce n'est pas ma réflexion, ce n'est pas ma conception, mais à essayer en permanence de préserver l'unité. J'avais voté Fillon, mais j'avais décidé, parce qu'elle a longtemps alimenté la chronique, de ne plus être en guerre avec Jean-François Copé. Parce que j'estime que quand on est dans l'opposition et qu'on doit reconstruire, si on continue à estimer qu'on a des adversaires dans sa famille politique, c'est qu'on n'a rien compris et qu'on ne mérite la confiance ni des adhérents ni des Français. Donc, compte tenu de cette position, j'ai voulu m'employer en permanence à dire « essayons à chaque fois de voir où est l'intérêt général ». Oh, j'ai ma petite idée derrière la tête. C'est que je pense que pour pouvoir aussi l'emporter à la primaire, il vaut mieux jouer l'unité et avoir une UMP qui s'est renforcée plutôt qu'une UMP qui s'est affaiblie. Quelles que soient les ambitions individuelles de chacun, aucune victoire individuelle ne se construira sur un échec collectif de l'UMP. C'est vrai pour chacun, et cette leçon, je l'adresse à tous. À bon entendeur, c'est une conception qui peut se décliner aussi sur le plan local. Mais surtout, j'avais dit qu'en septembre prochain, alors qu'était prévue une nouvelle élection, il ne fallait surtout pas revoter. Et pourquoi ? Parce que j'ai vu en novembre ce qui a failli se passer, et j'étais sûr et certain que les fractures, que les divisions, que les cicatrices de novembre, elles étaient loin d'être refermées. Oh, l'histoire ne m'a pas donné tort, bien au contraire, on a vu les escarmouches. Or, je suis très heureux de constater que ce soir, pour ça tout à l'heure que je regardais de façon impolie mon téléphone et pour avoir confirmation de cela, Copé et Fillon se sont vus et ils sont convenus non seulement qu'il n'y aura pas d'élection en septembre, ce que je pousse comme idée depuis des mois et des mois, mais que surtout ça ne sera pas sur un coin de table qu'il y aura cet accord entre eux pour ne pas voter. Ce sont les adhérents de l'UMP qui diront clairement quelle est leur position, parce que la force d'un accord donné par les militants, ça permettra qu'il n'y ait aucune phrase rentrée du style « Ah bah Copé, il n'a pas été bien élu ». Ah oui, mais Fillon, il n'a pas eu le courage d'y aller. Terminé. Plus de petites phrases, plus d'arrière-pensée. La seule façon de repartir du bon pied, c'est d'avoir non seulement l'absence de vote en septembre, mais que ce soit le vrai patron de l'UMP, l'adhérent, le militant, qui donne son point de vue. J'appelle ça la démocratie. Voilà la lecture que je voulais faire de la situation. Elle est exigeante. Elle est exigeante. Je ne suis pas du style à nous couvrir la tête de cendre en disant tout est compliqué, on ne va pas y arriver. Bien sûr que si, on va y arriver. Parce qu'il y a aussi nombre de Français qui attendent de notre part que nous symbolisions une espérance et pas seulement l'alternance. Et sur tous ces sujets, ce que je voudrais vous dire, ce que je veux vous montrer, c'est que si nous ne faisons pas ce travail de remise en question, si nous ne faisons pas ce travail de réflexion, que ce soit pour Asnières comme au niveau national, je ne pense pas que nous réussirons à reconquérir davantage de confiance chez les Français. Et c'est ça, cette lecture exigeante, ben vous avez accepté de participer ce soir. Ce n'est pas un meeting politique comme les autres, où on n'écoute pas des discours et puis on repart en se disant « Ah, il a bien parlé, non, non, il a très bien parlé » ou alors « Ah, il n'a pas si bien parlé que ça », mais c'est vous qui avez la parole, parce que si moi je viens à Asnières comme je le fais dans de très nombreuses villes toutes les semaines, c'est aussi pour vous écouter, parce que vous savez quoi ? C'est 1000 fois mieux qu'un sondage. Alors maintenant, à vous la parole. Merci de votre attention.